Ok, chers amis de Mali Djigui, de la page Espérance Média Mali Djigui, aujourd'hui nous sommes encore une fois en direct pour parler d'une crise africaine, pas essentiellement du Mali comme d'habitude, mais seulement en Afrique on a l'adage de dire que si le fait est à la case de ton voisin, si tu fais rien, ce sera ton propre tour et tu verras personne pour pleurer. Donc de ce fait, aujourd'hui je suis en très bonne compagnie. C'est toujours votre fidèle serviteur Abdoulaye Ba. Je suis avec une conseillère, Madame Françoise Wasservogel. Oui. J'ai fait l'effort. Oui. J'ai fait l'effort. Qui est correspondante du reporter du Mali en France. Et puis la personne que nous allons, la charmante dame que nous allons interviewer, qui est Marie-Paul Babli. C'est ça. Qui est avocate en droit des affaires et formatrice en droit. Exactement. À Paris, ici en France. Aujourd'hui, ce qui nous amène à monter ce plateau, c'est la crise ivoirienne, la crise post-électorale qui a vu Laurent Gbagbo, qui a amené Laurent Gbagbo à la Cour pénale. Oui. Il y aura des questions, certes, d'ordre juridique, oui, qui sera certainement posées par ma conseillère Françoise. Et puis, moi, je rentrerai un peu dans l'histoire de cette crise-là, que j'ai connue au Mali. Parce que, étant moi-même ancien responsable de l'association des élèves et étudiants du Mali, j'ai connu pas mal de protagonistes de cette crise, dont Guillaume Soro, dont Doumbia Major, qui est ici en France, dont Drigobé Faya et pas mal d'autres responsables de la FESI qui ont traversé le Mali pour venir, donc que nous avons aidé aussi à obtenir des visas pour venir en Europe, pour fuir la crise déjà dans les campus universitaires à Abidjan. Donc, ce qui fait qu'on s'est dit que le Mali a été impliqué d'une part aussi dans cette crise-là pendant un certain moment à travers la CEDEAO, parce que sachant bien que la CEDEAO, c'est la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, le Mali et la Côte d'Ivoire forment un peu une même communauté de destin. Donc, le Mali même traversant une crise majeure qui a connu certaines résolutions à travers la même CEDEAO, à savoir le coup d'État militaire de 2012, très très récemment. Donc, sur ce, Françoise, nous remercions d'abord Marie-Paul d'avoir effectué le déplacement pour me rejoindre. Je te remercie également pour accepter de monter ce plateau chez toi, dans ta charmante demeure. Donc, l'interview va se faire de façon assez conviviale. Bien sûr. Donc, Françoise, sur ce, je te laisse la parole. Merci Ablaye. Merci Marie-Paul. Oui, merci beaucoup à vous. Donc, moi, je vais me cantonner à des choses plutôt neutres, si on y arrive. C'est surtout d'essayer d'éclaircir ce que c'est que cette fameuse CPI. Alors, la CPI, c'est donc la Cour pénale internationale. Oui. Je suis allée sur son site à nouveau et sur le site, je cite, elle écrit qu'elle a vocation à compléter et non à remplacer les systèmes pénaux nationaux. Oui. Et deuxièmement, qu'elle n'engage de poursuite que lorsque les États n'ont pas la volonté de le faire ou sont dans l'incapacité de le faire véritablement. Oui. Donc, question, est-ce que vous pourriez nous simplifier toutes ces notions, nous expliquer l'origine d'abord de la création, très bien, et puis son fonctionnement général. Très bien. Brièvement. Enfin, lorsque vous demandez à quelqu'un qui se passionne pour quelque chose d'expliquer brièvement, c'est un peu compliqué. Mais je vais essayer de le faire de façon succincte. Donc, je remercie d'abord Mali Djigui de m'avoir invité aujourd'hui et de parler de la crise, de pouvoir m'exprimer sur la crise ivoirienne. Ce qui est très important. Donc, pour revenir à votre question, Françoise, la CPI, en fait, c'est une juridiction pénale internationale ou universelle, je dirais ça, permanente, qui a commencé à siéger officiellement à partir de juillet 2002 et qui est basée sur le fameux traité
de Rome qui a été effectivement adopté précisément en 1998 à Rome, en Italie, d'où le fameux traité de Rome. Donc, sa spécialisation, c'est vraiment de juger toutes les personnes qui sont accusées de crimes pour génocide, crimes contre l'humanité, crimes d'agression et crimes de guerre. Voilà effectivement ces compétences qui lui sont attribuées. Donc, à l'état actuel des choses, il y a 123 États qui l'ont ratifié. Il y a des pays qui l'ont signé mais non ratifié, parce que je le fais parce qu'il faut qu'on explique la différence entre signé et ratifié, comme la Russie et les États-Unis, ils ont signé mais n'ont pas ratifié, et il y a des pays qui ne l'ont même pas signé, comme la Chine et l'Inde, parce qu'ils n'y adhéraient pas du tout. Donc aujourd'hui... Et il n'y adhère toujours pas. Il n'y adhère toujours pas. Bon, pour simplifier vraiment la chose, je vais vous dire ça en 2 mots. Lorsqu'on parle de signer un traité, c'est-à-dire qu'on exprime son intention d'être partie en la ratifiant. Mais ce n'est pas une obligation, on n'est pas lié. D'accord ? Et une fois qu'on a ratifié le traité, c'est-à-dire que ça devient une obligation juridique, donc on est obligé d'appliquer les clauses de ce traité. Voilà un peu la différence déjà. Donc il y a des parties qui ont signé mais qui ne l'ont pas ratifié. Et je vais vous expliquer surtout le cas des États-Unis. Alors aujourd'hui, on a bien sûr crimes contre l'humanité. Vous savez, ce sont toutes les violations qui ont été commises dans les attaques de grande envergure, etc. Donc contre une population civile. Crimes de guerre, donc ça c'est en temps de guerre, utilisation des enfants soldats, le fait de torturer des personnes lors des guerres. On a le fameux crime de génocide, donc ça c'est interethnique, racial, etc. Et a été rajouté le crime d'agression par le Conseil de sécurité, et là qui implique les États, qui estime que lorsqu'un État force la souveraineté d'un autre en l'attaquant, effectivement, il peut être passible d'être jugé par la CPI. Et ça, c'est depuis 2018, en fait. Donc, ça veut dire qu'un État peut passer devant la CPI? Non, alors qu'avant, c'était des personnes et les États étaient normalement passés devant la Cour de justice internationale. Mais maintenant, la CPI aura de droit, depuis que le Conseil de sécurité a le droit, effectivement, de le faire juger devant la CPI, et ça depuis 2018. Donc, voilà. Il y a eu des réformes. Il y a eu des réformes. Alors, je vais revenir sur votre question. Normalement, à quel moment est-ce qu'elle applique sa compétence? Elle applique sa compétence, vous avez dit sur son site, lorsqu'une personne est incriminée dans un État membre, lorsque les crimes ont été commis dans un État membre, d'accord, et lorsque l'affaire est transmise par le Conseil de sécurité. De l'ONU. De l'ONU, voilà, du Conseil de sécurité de l'ONU. Très bien. Alors ici, elle lui dit, j'ai vocation à compléter et non à remplacer les systèmes pénaux. C'est ce qu'elle appelle son principe de complémentarité. Elle n'est pas là pour surpasser les États. Donc si un État estime qu'il a compétence pour juger ou entame des enquêtes sur un possible crime contre l'humanité ou crime de guerre, effectivement, la Cour est tenue de se désister du dossier et de se dessaisir du dossier au profit de l'État. Maintenant, quand l'État estime qu'il n'a pas le système adéquat pour juger, d'accord, et là, par contre, la Cour pénale est effectivement compétente pour juger effectivement les dits accusés de crimes de l'humanité, etc. Et est-ce que c'est l'État qui saisit? Normalement, c'est l'État qui saisit. Voilà, donc l'État, partie au traité de Rome, saisit effectivement pour pouvoir effectivement envoyer la personne qu'ils estiment être un criminel de guerre et tout ça. Bien, pour jugement. Et est-ce que parfois le Conseil de sécurité de l'ONU peut saisir? Le Conseil de sécurité de l'ONU, normalement, officiellement, ne pouvait pas le faire, mais quand elle estime qu'un des États partis, effectivement, on a commis un crime via par une personne qui est complètement nommée dans certains faits, elle peut demander à la Cour de saisir. Voilà. Voilà un peu. Donc aujourd'hui, il y a ce principe de complémentarité et il y a ce principe de coopération, parce que la Cour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle coopère aujourd'hui avec les Nations Unies principalement, les ONG, et ça on va y revenir, le Conseil de sécurité, et ce sont tous ceux-là qui coopèrent avec elle, donc sur le plan financier, et aussi qui lui permettent d'attribuer sa compétence. Je vais vous donner un exemple. La Cour des Nations Unies, par exemple, a renvoyé devant la CPI une situation lui donnant compétence alors que les juridictions nationales avaient estimé qu'elles étaient compétentes. Ça a été le cas du Darfour au Soudan et ça a été le cas de la Libye.
Juste une petite question. Oui. Je sais qu'il existe des situations et des affaires. Oui, bien sûr. Alors, quelle est la différence? Parce que ce sont des mots que vous utilisez en toute conscience, mais qu'on ne comprend pas forcément. Une affaire, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui va s'opérer, qu'on estime peut devenir une affaire. C'est-à-dire qu'il faut des enquêtes, il faudrait vraiment des faits précis, d'accord, qui justifient que maintenant cette affaire puisse être passible d'être jugée devant une cour. Voilà, tout simplement. Et une situation? Et une situation, c'est une situation qui peut devenir une affaire avant enquête. Mais dont on a des... Quelques petits exemples, écoutez, à part la Côte d'Ivoire. À part la Côte d'Ivoire. Des grandes situations et des grandes affaires. Je vous donne un exemple précis. Enfin, j'essaie de trouver un là qui va me venir en tête. Imaginez-vous que dans un pays, actuellement, comme ça a été le cas, de certaines personnes qu'on estime être passibles, d'accord, de crimes contre l'humanité. Il y a des faits qui estiment, ou des témoignages qui estiment que cette personne a été vue lors d'un conflit en train de tuer ou de massacrer des populations. Pour l'instant, c'est une affaire. Maintenant, après enquête, après effectivement l'accumulation de preuves, cette affaire peut devenir, cette situation, excusez-moi, peut devenir une affaire parce que maintenant, elle est passible de passer devant un tribunal. D'accord. Voilà. D'accord. Françoise, on va revenir sur les aspects juridiques. Je tenais quand même à rappeler qu'on fasse un peu le retour en arrière des origines de cette crise ivoirienne. Parce que ces origines-là, on le sait très très bien, la Côte d'Ivoire a connu dans les dernières décennies des crises à répétition. Paix à son âme, le général Robert Gueye, on sait comment est-ce qu'il est venu au pouvoir. Et il y a le concept de l'ivoirité et tout ça. Et Laurent Gbagbo, quand il venait au pouvoir, on a vu le général Robert Gueye assassiné également. Suite à voilà. Assassiné qui... Il y a eu Robert Gueye. Oui, d'accord. Donc, et puis à la suite, on a vu Gbagbo au pouvoir quand même. Et à l'époque, il y avait le concept de l'ivoirité et tout ça. Donc, tout ce qui était progressiste en Afrique pensait en quelque sorte que, avec l'avènement de Laurent Gbagbo au pouvoir, la crise, disons, le concept de l'ivoirité, à savoir, je ne sais pas si c'est l'article 4 de votre constitution ou c'est l'article 14 de votre constitution qui est, dans lequel il y avait une sorte d'amalgame sur le concept de l'ivoirité. Si j'ai un bon souvenir. Bon, au grand désarroi de tout le monde, on a vu que, voilà, le concept de l'ivoirité, c'est perpétué en quelque sorte. Donc d'autres disent que parce qu'il y a eu ce concept-là que les Soro, les forces nouvelles se sont levées pour permettre à tous les fils et filles de Côte d'Ivoire de briguer la magistrature suprême et d'être éligibles à la présidence de la République. Et on a vu aussi à l'époque, nous autres qui sommes maliens, un grand nombre de contingents maliens qui étaient établis en Côte d'Ivoire revenir au Bercail parce que tout simplement ils ne se sentaient plus ivoiriens. Donc après tous ces épisodes-là, il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu les forces nouvelles, il y a eu des tentatives de réconciliation qui a même fait de Soro Guillaume ce qu'il y a aujourd'hui. Il faut dire les choses clairement. Gbagbo lui a concédé la primature et tout ça. Mais malgré tout ça, à un moment donné, on a vu Soro Guillaume, Alassane dans le bis-bis, et jusqu'à voilà, à ce que Gbagbo soit à la Cour pénale, que lui soit président de l'Assemblée nationale, ainsi de suite. Donc ce qui est vraiment triste comme destin, on va dire quelque sorte, pour Laurent Gbagbo, moi je l'ai connu en 1989 lors d'un séminaire à Yamoussoukro, organisé par la Fondation Adonai Conrad à l'époque. Il était le principal opposant historique de Côte d'Ivoire depuis la période de Houphouët-Boigny et tout ça. À l'époque, nous jeunes, voyant ces grands hommes, ces grands historiens africains qui nous parlent du panafricanisme, du concept de démocratie et tout ça, on était vraiment éblouis. J'avais 18 ou 19 ans à l'époque. Donc c'est un témoignage entre parenthèses. Mais seulement, est-ce que le retour de Gbagbo va permettre maintenant une vraie réconciliation entre filles et fils de Côte d'Ivoire? Excusez-moi parce que je vous remercie pour votre question, Monsieur Ba.
Vous avez, excusez-moi avec tout le respect que je vous dois, résumé l'histoire de la Côte d'Ivoire du point de vue de ce qu'on vous a dit. Non, vous avez vraiment, je suis encore un peu pas très mal à l'aise parce que je suis quand même un peu étonnée qu'après tant d'années, ce concept encore revienne à la surface et c'est comme si les gens s'y agrippaient pour justifier certains actes qui sont en train de se passer dans un pays. L'histoire d'un pays a des traces. Nous sommes en France, on parle aujourd'hui toujours d'une révolution, etc. etc. L'histoire d'un pays, surtout d'un pays neuf, a des traces. S'étale, d'accord? Très bien. Comme beaucoup de pays africains, suite à l'indépendance en 60 avec Houphouët est resté quasiment 33 ans, d'accord? Il y avait une période de stabilité. Voilà, le pays était géré de cette façon. Et c'est toujours normal qu'après une période de stabilité, quand quelqu'un d'autre vient, surtout les pays africains, il y a des périodes de trous parce qu'effectivement, on est un peu déstabilisé. Alors, lorsque, je ne vais pas vous refaire l'histoire de la Côte d'Ivoire, lorsque effectivement le président Houphouët s'en va, il y a le président Bédié qui arrive, 93, après, par intérim, etc. Jusqu'effectivement, les choses basculent à partir de 99. C'est Bédié qui a mené le concept de l'ivoirité d'ailleurs. Voilà, d'accord. Donc maintenant, quand déjà vous attribuez le concept de l'ivoirité à Gbagbo Laurent, je suis toujours très surpris. J'ai dit qu'on avait espoir. On avait espoir qu'à son... Je vais vous donner des faits, je vais vous donner des faits assez précis. Et ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, dans un pays... Vous avez quand même les stats d'un pays comme la Côte d'Ivoire qui a pratiqué quand même le RDA, donc on dit Rassemblement démocratique africain, qui a été effectivement un pays assez riche et prolifique, donc qui a accueilli bien sûr la sous-région et tout ça. Donc moi quand j'étais petite en Côte d'Ivoire, les enseignants que j'avais au-delà de ceux qui étaient européens, ce qui était normal, mais mes professeurs étaient béninois, mes professeurs étaient maliens, etc. Moi mes amis étaient maliens. Alors je ne sais pas d'où ce concept dont tout d'un coup, les gens se sont sentis frustrés. On parle d'ivoirité. Vous avez posé la question, laissez-moi y répondre. On parle d'ivoirité qui a été un concept. Je vous le dis, ce concept a été instauré parce que, à cette époque, le président Bédié avait estimé qu'il fallait bloquer les portes d'accès à la présidence à un monsieur qui s'appelait Alassane Ouattara et qu'on n'estimait pas qu'il devait briguer la présidence, sachant qu'il était venu pour un rôle déterminé. Les archives au corps le confirment et qu'à la fin, à la suite de la mort d'Houphouët, il a essayé de prendre le pouvoir. Et ça, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est l'histoire du pays qui le dit. Et donc, effectivement, le président Bédié avait contrecarré ça. Maintenant, si je me souviens bien, parce que il faut quand même... Je suis un peu mal à l'aise lorsque tout de suite on accuse un président alors que dans une guerre ou dans une confrontation, il y a deux protagonistes. Je ne l'ai pas accusé. J'ai dit que son avènement, son arrivée au pouvoir, donnait l'espoir aux progressistes africains que ce genre d'amalgame dans la Constitution... Je vous donne un exemple. Regardez dans le gouvernement de Laurent Gbagbo, qui était... Regardez aujourd'hui... parler de l'avènement de Soro Guillaume... Voilà. Non, l'avènement de Soro... Non, Soro Guillaume est arrivé... Soro Guillaume est arrivé, et ça tout le monde le sait, comme Premier ministre, suite au coup d'État qui a eu lieu en 2002, 19 septembre 2002, où pendant longtemps, la Côte d'Ivoire a été séparée en deux et que les troupes de Soro Guillaume contrôlaient la partie de Bouaké jusqu'au nord et Laurent Gbagbo contrôlait le sud. Et Soro Guillaume a quand même laissé un témoignage pour dire pourquoi il est devenu rebelle. Et après, suite à de nombreuses négociations, Marcoussis, Ouagadougou, toutes ces négociations, pour refaire la paix, le président Gbagbo a été tenu de prendre Soro Guillaume comme Premier ministre afin que les choses puissent être apaisées. Ça n'a pas empêché le but de ma question, c'est de pouvoir éclairer justement les milliers d'internautes qui nous suivent. Parce que si on parle de l'affaire d'aujourd'hui, si on ne se réfère pas un peu du passé, les gens seront perdus. Je suis d'accord avec vous. C'est ça, vous n'avez pas à être mal à l'aise. Oui, non, mais en fait, je suis tout à fait d'accord. Donc, c'est peut-être c'est la façon dont vous avez
présenter les choses. D'expliquer les choses, afin que les gens puissent comprendre que plus jamais ces choses-là. Le concept de l'ivoirité, c'était une connerie en Afrique. Vous concédez avec moi. C'est une vraie connerie en Afrique. Dire que, bon, si ton père, ta mère ou ta grand-mère, machin, excusez-moi, n'est pas ivoirien, vous ne pouvez pas briller la présence. Mais pourquoi, attendez, excusez-moi, quand je regarde les constitutions des autres pays qui estiment que pour être président de la République, ce qu'on appelle les postes de souveraineté, pourquoi est-ce que ça pose problème en Côte d'Ivoire et ça ne pose pas problème dans d'autres pays? Même chez nous, hein, on se battrait, tout progressiste, moi je me place dans les camps des progressistes, doit se battre contre ça. Si j'ai des enfants métis et qu'on me dit à ma fille, ah non, ta grand-mère maternelle n'est pas malienne de souche, hein, et qu'on l'interdit de se présenter un jour aux élections présidentielles, par exemple, par rapport à l'origine de sa mère ou à l'origine de son grand-père paternel, par exemple, qui n'est pas machin. Donc je pense que l'humanité... C'est effectivement une question sensible, on l'a vu au Gabon. Je pense que l'humanité doit avancer, doit dépasser ce cas de figure. Excusez-moi, il y a des postes, il y a des thèmes qu'on appelle les postes de souveraineté, même dans la fonction publique. Certains postes sont réservés aux nationaux. Et ça arrive. Non, par exemple, le ministère de la Défense, etc. Aujourd'hui, c'est-à-dire, effectivement, aujourd'hui, avec le métissage, effectivement, les choses sont en train d'avancer. L'humanité est en pleine évolution. Mais vous ne pouvez pas dire que la Côte d'Ivoire a fait une déception alors que tous les pays ont ce principe. La Côte d'Ivoire était un exemple par tant d'autres. En termes de... Voilà, je ne suis pas qu'un simple journaliste, mais je suis militant également. Des droits de l'homme, entre autres aussi. Comme vous d'ailleurs, vous êtes... Tout à l'heure, tout récemment, vous avez été deuxième au lauréat au prix Madiba. Au prix Madiba. Donc, le prix Madiba interdirait ce genre de concept. Et voilà. Et donc, ce qui m'amène à l'autre question, rappelant aussi aux internautes qui peuvent vraiment nous joindre aussi au téléphone, au 07 53 41 27 44. Je répète, 07 53 41 27 44. Donc le téléphone est ouvert. Je laisse la parole. D'accord. Donc voilà. On peut appeler au 07 53 41 27 44 pour toute personne qui veut le. Voilà. Notre but, c'est vraiment d'éclairer les gens. Et notre souhait à nous tous, qui ont supporté à un moment donné. Ce concept d'ivoirité, il est tellement long, c'est-à-dire qu'il a été tellement effectivement réducteur et réduit à quelque chose d'ethnique que ça en donnait un conflit parce qu'effectivement les politiques, excusez-moi je le dis, les politiques s'en sont servis pour enclaver des gens qui s'aimaient. Et aujourd'hui, et même je finirai là puisque Françoise va répondre, si on peut parler aujourd'hui de Bédier ou de tout ça. Mais quand on sort aussi la citation de M. Alassane Ouattara qui dit « On ne veut pas du moi parce que je suis du Nord et que vous devez vous sentir victime », on voit aussi les conséquences. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un pays dans les deux cas, c'était de la xénophobie quand même. Voilà, il faut que l'Afrique dépasse ça. Mon problème, c'est quoi? C'est ça, tout simplement. Je ne prends pas part, mais seulement il fallait rappeler. Non, mais je suis très, très d'accord avec vous en tant que panafricaniste, mais je reste sur ma position. Les choses doivent évoluer. Il y a le métissage, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il y a des postes qu'on appelle des postes de souveraineté qui existent dans tous les pays. C'est que le principe qu'on a dit ivoirité ne concerne pas que la Côte d'Ivoire, ça existe. Et si j'avais pris la peine de regarder aussi dans la constitution malienne ou dans d'autres pays, on retrouverait aussi ce principe. Donc effectivement, on en a fait une affaire d'État parce que ça a éclaté ce pays, mais je ne suis pas d'accord que les sources vraiment de ce problème ne soient que là. Il y a eu d'autres intérêts qui ont joué. D'accord. On aura l'occasion de parler de tout ça. On va revenir à ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Allons-y à la CPI. Voilà, à la CPI. On termine avec la simplification de la compréhension de la CPI. Et alors là, concernant vraiment la Côte d'Ivoire, sur le site de la CPI, il est écrit que l'enquête sur les crimes en Côte d'Ivoire a été la première ouverte dans un pays qui avait accepté la compétence de la Cour, donc en vertu de l'article 12, alors qu'il n'était pas encore exactement. Donc ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. Enfin, pour nous, en tous les cas. Je vais vous dire un peu, et M. Ba, qui est panafricaniste comme moi, va en juger. Historiquement, quand la Cour est créée,
elle envoie beaucoup de joie et elle suscite beaucoup d'espoir. Pourquoi elle suscite autant d'espoir? Parce que pendant très longtemps, il y a eu beaucoup d'impunité dans beaucoup de crimes. Il y avait énormément de violations de droits où souvent des personnes criminelles partaient se cacher dans d'autres pays qui refusaient de les extrader. Et depuis longtemps, depuis 1872, il avait été question de créer une cour qui allait permettre de défendre d'un rôle assez dissuasif et préventif et qui allait dire à certaines personnes que si vous agissez de telle façon, vous serez passible devant une cour. Donc, elle a suscité énormément d'espoir. Parce qu'avant elle, bien sûr, peut-être on va... Ah, mais vraiment partout. Donc, avant elle, il y a eu bien sûr les tribunaux qui avaient été créés au Rwanda, en ex-Yougoslavie, Sierra Leone, même au Liban, qui jouaient un peu ce rôle-là de tribunal pour juger les situations. Bon, on se rappelle tous du Rwanda, avec ce génocide qui a eu lieu, qui a massacré des millions de personnes. Donc, la cour, vraiment, l'établissement de la cour était vraiment un espoir, d'où son logo de laurier. Et bien, très vite, 20 ans après, vous partez sur tous les sites internet, et bien, l'espoir est très vite retombé. On voit aujourd'hui donc le cas de la Côte d'Ivoire, un pays qui a signé le traité, mais qui ne l'a pas ratifié. Donc, normalement, avant qu'elle ne ratifie, si elle le ratifie, elle a le droit d'extrader un de ses concitoyens devant la cour. Sinon, pas du tout. Ben, au cas de Laurent Gbagbo, après son arrestation le 11 avril, il a été envoyé à Korogo, dans une ville du Nord, où pendant 8 mois et demi, il n'a quasiment pas vu le jour parce qu'il était dans la maison. Et un matin, on lui dit, ben, porte tes vêtements et tout, poum, on le ramène à Abidjan, on le met dans un avion, il est parti. Et c'est lorsque il se retrouve devant la cour que là maintenant, très très vite, il a fallu ratifier. Donc la ratification est venue après l'extradition comme une conséquence. Voilà un peu ce qui se passe. Et je tenais à préciser, parce que tout de suite en parlant, on va me dire, vous êtes une pro-Gbagbo, ça n'a rien à voir. Je parle là de procédure judiciaire, sur la forme. Lorsque en Côte d'Ivoire doit être extradé, il faut qu'il passe devant une cour d'appel à Abidjan, qui doit effectivement attester, d'accord, que cette personne sera extradée. Ce qui n'a pas été le cas pour le président Gbagbo, qui a été mis dans un avion par ses vêtements et qui s'est retrouvé dans le froid automatiquement un 29 novembre 2011. Déjà, au niveau de la procédure, nous avions déjà des problèmes. Et nous pouvons continuer maintenant avec ce qui se passe actuellement. D'accord. Alors, avant ça, moi j'ai une question. Oui. Là, tout ce qu'on a dit concerne les États et les responsables potentiels de l'instabilité et des crimes divers et variés qui ont pu être commis. Bien sûr. Mais restent les situations que vous avez citées vis-à-vis de la CPI, mais en Afrique du Sud, en Sierra Leone, au Rwanda, au Burundi, hormis les chefs d'État et les grands responsables, il y a eu des discordes à résoudre entre les populations. Bien sûr. Et ils ont, la plupart du temps, fait appel à ce qu'on appelle la justice transitionnelle. Oui, c'est ça. Qui permet, si les grands responsables sont jugés quelque part, aux populations de recommencer plus ou moins à vivre ensemble en se parlant les yeux dans les yeux. Oui. Est-ce que ça a eu lieu en Côte d'Ivoire? Non. Et pourquoi? Non, elle n'a pas eu lieu en Côte d'Ivoire. Elle n'a pas eu lieu en Côte d'Ivoire parce que le gouvernement qui avait gagné n'a jamais voulu permettre une réconciliation, je le dis officiellement. Une justice transitionnelle, c'est tout un processus. D'abord, le processus,
qui se veut être une justice punitive, d'accord, traditionnelle. C'est comme si on jugeait un peu comme en Afrique sous la Bapalab, un peu. C'est tout à fait ça. Comme l'exemple de l'Afrique du Sud. De l'Afrique du Sud, la commission vérité. Et voilà, donc c'est vraiment ça. C'est-à-dire, il y a la politique, il y a la justice traditionnelle, dans le but de quoi? Cicatriser les meurtrissures d'une population et apaiser toutes les tensions. Voilà. D'accord? C'est ça la justice transitionnelle. Voilà. Surtout que dans nos pays... De tendre vers l'apaisement. Parce qu'effectivement... C'est long et douloureux. Ça prend du temps, ça prend vraiment du temps. Donc, il y a quoi? Il y a la partie procès, il y a la partie publication de la vérité, il y a la partie après réparation, et après il y a toutes des réformes administratives qui vont se faire derrière, dans le but de quoi? Une reconnaissance qu'il y a eu effectivement des génocides et tout. Ensuite, remettre la confiance entre les personnes qui sont devenues méfiantes, l'état de droit, et après vraiment le but, la réconciliation. Et donc, après tous les pays, bon, on voit aujourd'hui le résultat au Rwanda. C'est toujours un peu tendu, mais par rapport à un pays où des gens n'ont pas pu se supporter, à se macheter comme pas possible pendant 3 mois. On voit aussi aux États-Unis, bien sûr, il y a toujours effectivement encore à faire, mais les choses ne vont pas se calmer tout de suite, mais au moins il y a eu des tendances. Les angles s'arrondissent. Les angles s'arrondissent. Donc ça... pour certains, mais même si on lui reproche aussi le fait que, bien sûr, le politique, et même on le reproche ça aussi à la Cour, le politique, d'accord, influence beaucoup cette justice transitionnelle parce qu'on continue à penser que c'est la justice du gagnant qui l'impose. Bon, effectivement, pour l'instant, les résultats... Il y a une cour de justice transitionnelle qui existe, il y a encore des affaires passibles devant, mais il y a encore du travail à faire. Mais en tout cas, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, cela n'a jamais été, à mon avis, du gouvernement actuel d'instaurer cette justice. À partir du moment, et je vais en terminer, qu'on prend un des leaders qui a aussi une frange de la population qui le soutienne, ça c'est normal. Parce que quand on parle de pro-Gbagbo, de pro-Ouattara aujourd'hui dans ce pays, quand on parle de pro-Gbagbo, ça veut dire qu'il y a des pros, il y a des gens qui le soutiennent. Donc à partir du moment où on prend un des leaders pour l'envoyer ailleurs, il y a toute une partie, une frange de la population qui elle aussi se retracte et qui ne veut pas tant que leur leader n'est pas là. Voilà. Donc voilà un peu la situation. Pour revenir à la situation actuelle, Françoise, merci vraiment pour cette question de justice transitionnelle. Parce qu'en fait, là actuellement, on s'est dit, si Gbagbo est libéré, tu as dit tout de suite, je m'excuse de t'avoir tutoyé, mais je pense que ça passe bien. Non, mais bien sûr, on est entre camarades. On se connaît bien sûr. On est entre camarades. Donc, finalement, qui va payer? Est-ce que tu as parlé de justice des gagnants? Et c'est vrai, on a toujours parlé que la CPI, voilà, c'est la justice des gagnants de la crise post-électorale. La CPI est le résultat de cette justice des gagnants, de cette crise-là. Donc finalement, en ce moment, si Gbagbo est acquitté en Côte d'Ivoire, il n'est pas poursuivi à ce que je sache. S'il est poursuivi en Côte d'Ivoire pour crime économique. Pour crime économique. Tout le monde sait cette vérité-là aussi, qui a cassé la BCEAO. Nous le savons tous, en tout cas nous au Mali. Et voilà, il y a eu des valises qui sont passées par le Mali, issues de la casse de la BCEAO de Bouaké. Donc, ces vérités-là vont sortir un jour tôt ou tard. Les vrais responsables seront connus. Est-ce que un acquittement de Laurent Gbagbo ne va pas encore aggraver la crise au lieu de jouer à la réconciliation? Un acquittement de Laurent Gbagbo ne va-t-il pas aggraver la crise? Je rappelle aussi qu'à l'époque de la casse de la BCEAO, c'était la force nouvelle qui était à Bouaké. Donc ça, c'était un rappel seulement. Très bien. Juste pour nos internautes, tu peux redonner à peu près la période? La période, je ne me rappelle pas. Non, mais je ne veux pas donner...
Le cas de la BCAO, si quelqu'un peut m'aider là, je crois que ça se situe à partir de 2005. C'est 2005. Ouais, parce qu'à l'époque, j'avais écrit dans un journal ici. Donc on est globalement 5-6 ans avant la crise. Voilà. Mais Gbagbo n'est pas poursuivi des crimes contre l'humanité dans son pays, à ce que je sache. Non. Donc, il a été condamné à 20 ans. À l'époque, tu veux dire? Non, même maintenant. Non, en fait, il a été condamné à 20 ans pour crime économique pour la casse de la BCAO. Voilà. Donc, peut-être que Marie-Paul pourrait nous expliquer aussi de quoi il est accusé aujourd'hui. En Côte d'Ivoire? Non, pas en Côte d'Ivoire. À la CPI, c'est crime contre l'humanité. Pas seulement. Voilà. Les 4 chefs d'accusation sont mis contre lui. C'est pas seulement le crime contre l'humanité. Il y a 4 chefs d'inculpation. Je rappelle aux auditeurs, aux internautes qui peuvent appeler au 07 53 41 27 44. 07 53 41 27 44. Et ceux qui sont également sur la page de Marie-Paul. Parce qu'ils veulent, je vois qu'ils veulent appeler. 07 53 41 27 44. Pour ceux qui veulent appeler. Françoise, est-ce que vous pouvez rappeler votre question, s'il vous plaît? Alors, là, il parlait de la condamnation en Côte d'Ivoire, mais moi, je reviens sur les chefs d'accusation dont M. Gbagbo a été acquitté l'autre jour. Non, mais en fait, il y avait 4 chefs d'inculpation et après plaidoirie, il y a eu une réduction, pas lui, mais plutôt pour Blé-Goûté, sur 2 chefs d'accusation. Donc principalement crime contre l'humanité, crime de guerre, si je ne m'abuse aussi tout ce qui est viol et un autre chef d'accusation. Bon, en tout cas, il y en avait 4 précisément. Alors juste une question de néophyte, il est évident que ce n'est ni M. Gbagbo ni M. Blé qui ont tué directement de leurs mains, violé directement, voilà. Donc c'est ça qui est compliqué à comprendre pour les gens, parce que quand on est chef d'État ou quand on est à responsabilité majeure dans un État, en général, on n'est pas à la main armée. Oui. Bon, très bien. En fait, je vous explique. Pourquoi est-ce que le président Gbagbo se retrouve devant la CPI? De décembre, je rappelle les faits en 2 minutes, en même mois. Décembre, il y a des élections présidentielles, bien sûr. Et arrivé en décembre, effectivement, on se retrouve la Côte d'Ivoire du monde. 2010. Voilà. 2010, excusez-moi, 2010. Et nous nous retrouvons avec 2 présidents qui estiment qu'ils ont gagné. D'accord? Donc, il y a M. Alassane Ouattara qui se retrouve à l'hôtel du Golfe et il y a le président Gbagbo, puisqu'il était président en fonction, donc il se retrouve au palais présidentiel. Et en soi, donc, après beaucoup de tergiversations, la Cour suprême de la Côte d'Ivoire dit que c'est M. Laurent Gbagbo qui a gagné. Ce que conteste M. Alassane Ouattara, et d'où maintenant, de décembre à avril, toute une tension qui monte entre les deux. Et suite, à l'époque, nous sommes sous le gouvernement de M. Nicolas Sarkozy, qui prend donc une résolution au Conseil de sécurité et qui donne droit effectivement de permettre, pour dire la sécurité bien sûr au départ des Français en Côte d'Ivoire, et ensuite pour pouvoir officiellement attaquer un président qui pour eux s'accroche à un pouvoir alors qu'il a perdu. Voilà un peu le contexte de ce qui s'est passé à cette époque. Et donc, il y a des bombardements du palais présidentiel et M. Laurent Gbagbo a arrêté, bon, c'est passé devant toutes les télés, on ne va pas rappeler cet épisode, le 11 avril. Et M. Ouattara prend donc le pouvoir. Alors, ce que je veux vous dire, c'est une guerre, il y a eu 2 camps. Après ça, il a été estimé qu'il y a eu 3000 morts. Les chiffres parlent de beaucoup. Moi, je viens d'une région qu'on appelle l'Ouest, ma mère du moins, de Dioko et tout ça. Il y a eu des massacres. En une journée, plus de 1200 morts. Les documents sont là, ils l'attestent. Et on peut vous dire officiellement, ce n'est pas une information, que ce sont, à Diokoué, et que ce sont les forces rebelles
présidé à cette époque par les gens de M. Soro Guillaume, qui aujourd'hui ont dit avec des vidéos qui sont aussi là, pour dire qu'ils travaillaient pour le compte de M. Alassane Ouattara, puisque je ne suis pas là parce que je n'aime pas M. Ouattara. C'est les fameux Dosso. Les fameux Dosso qui disent et qui ont massacré des personnes. Ces dossiers, on les a envoyés à la Cour pénale pour dire, si vous jugez M. Gbagbo parce que vous estimez qu'il a donné des ordres... D'où ma question, la justice des vainqueurs. Voilà. Je dis, si vous jugez M. Laurent Gbagbo parce que vous estimez qu'il s'est accroché au pouvoir et qu'à cause du fait qu'il s'est accroché au pouvoir, il a donné des ordres à des populations de mourir, dans ce cas, jugez aussi l'autre parti qui aussi a massacré des personnes parce que les deux voulaient le pouvoir. Et voilà donc notre situation actuelle. Quand la CPI a publié l'acquittement et prôné la libération, oui. Il était expliqué que c'était par manque de preuves. Oui. N'est-ce pas? Oui. Ça veut dire quoi? Écoutez, ça c'est très intéressant. Si vous partez sur le site de la CPI, vous voyez que, parce que la CPI a une procédure qu'on appelle accusatoire, c'est la procédure anglo-saxonne, c'est pour ça qu'elle est très 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 longue, c'est-à-dire que les juges n'ont pas le droit de connaître l'affaire avant ce qui est débattu lors des plaidoiries. D'accord? Donc elle découvre l'affaire, ok, officiellement. C'est le bureau du procureur. C'est le bureau du procureur donc, qui a le droit de faire des enquêtes. Et je vous rappelle que lorsque la Cour est saisie, il revient au bureau du procureur d'apporter la preuve que les accusés peuvent être passibles de crimes contre l'humanité. Voilà, c'est ce qu'on appelle la charge de la preuve repose sur le procureur. Alors, 8 ans, je vous dis, 2011, 29 novembre 2011, Blé Goudé est arrivé un peu plus tard en 2014. Donc, le temps que le procès débute en janvier 2016, sur 3 ans, 82 témoins qui étaient à charge, qui étrangement sont devenus des témoins à décharge. Ils sont tous passés. À la fin, à la stupéfaction, c'est un procès qui a été filmé là-bas à La Haye. À La Haye. Venus même de la Côte d'Ivoire, parce qu'il y avait aussi des avocats des victimes, venus pour dire aux yeux du monde, voilà ce que M. Gbagbo a fait. Ils sont tous arrivés à la stupeur générale, ils se sont mis à pleurer, à dire, on vous demande pardon, M. Gbagbo, à vouloir lui serrer la main. On a vu des personnes qui étaient censées être mortes dans les dossiers, qui ont réapparu. Il y a des preuves. Parce que ce qui me plaît aujourd'hui, nous sommes dans une génération où tout est filmé. Donc tu ne peux même pas inventer les choses. Le numérique. Le numérique, mais les procès sont là. Des gens qui sont censés être morts. À cette époque-là, le numérique était tout de même moins influent que maintenant. Mais c'est ce procès. Moins quotidien. C'est ça. Mais le procès a été filmé. Et la guerre en Côte d'Ivoire a été également filmée. Parce que c'était le début mais on commençait à filmer. Et donc les personnes venaient, même les généraux de l'armée, puisque effectivement c'était en temps de guerre, donc des généraux de l'armée sont venus à charge. Aucun n'a été capable de dire que ce monsieur était passible de crimes contre l'humanité. 82 témoins. C'est même un moment où ils ont dû dire, écoutez, les juges ont dit, écoutez, vous ne pouvez rien prouver. Arrêtons. Arrêtons le supplice. C'était épuisant. 8 ans quand même 8 ans. Dans la vie d'un homme, c'est beaucoup. Sachant. Et les victimes elles-mêmes. Oui. Enfin, ou leur famille. Actuellement, il y a un collectif de victimes. Oui, bien sûr. Oui, puis de toute façon, elles sont représentées. Elles sont représentées par une avocate à la CPI. Voilà, et si elles ne peuvent pas se déplacer par peur de représailles, en fait, elles sont représentées. Voilà. Enfin, ça, c'est valable dans toutes les affaires, bien sûr. Et donc, parce qu'en fait, dans toute cette histoire, tant qu'une victime n'est pas reconnue victime, elle ne s'en remettra jamais. Ou la famille. C'est ça. Voilà. Donc, faute de preuves, ça veut dire faute d'accusation de témoins oculaires, ça veut dire faute de témoignage. C'est compliqué pour nous. Non, mais c'est très simple. Sur quoi s'est appuyé la chambre, le bureau du procureur? Effectivement, sur les témoignages des victimes, sur les dossiers qui avaient été rendus à l'époque par les ONG, principalement sur ce que lui avait été remis par le gouvernement en place. Parce que je suis désolée, il y a des affiches de Mme Bensouda en train de discuter amicalement avec M. Ouattara, de toute façon. Donc, effectivement,
puisque le... Madame Bensouda étant... excusez-moi, le procureur, oui, excusez-moi, voilà, excusez-moi, Madame Fatou Bensouda, qui est le procureur, effectivement, au départ de Monsieur Ocampo, qui est le nouveau procureur, effectivement, de la CPI, qui est d'origine gambienne. Elle l'a prise en route? Elle a pris, non, en fait, c'est-à-dire quand le procès a commencé, elle était déjà là. Monsieur Ocampo avait commencé l'instruction, mais effectivement, elle était partie et Madame Bensouda était déjà là. Donc, tout simplement... Lorsque les gens viennent témoigner, soit c'est pour aggraver effectivement avec le vécu, à charge ou à décharge, aggraver effectivement ce qui se dit, ou mais tout simplement atténuer ou tout simplement confirmer. Voilà un peu le but du témoignage. Il y a une question qui me vient en tête. Oui. Parmi les 3000 victimes annoncées, c'est celle des Dokuye, y compris et tout ça. Qui va payer finalement? Est-ce que justice sera rendue à ces victimes-là un jour? Monsieur Ba, vous sautez les étapes. Je suis désolée. Vous sautez les étapes. Parce que je vais vous dire tout de suite, quand le cas des victimes de Diokwe ne seront réglés que lorsque certaines personnes, puisque les victimes qui sont... Non, je parle si Gbagbo est acquitté le 1er février. Si la décision tombe... Il est acquitté. Il est acquitté, mais il n'est pas libéré. Voilà, c'est très différent. Si il est libéré le 1er février, ou le 2 ou plus tard, donc finalement, il n'y aura plus de procès pour les victimes. Il n'y aura plus de justice pour les victimes, y compris celle de... Non. Ne mélangez pas, excusez-moi, le politique et le reste. D'accord? Excusez-moi. Juridiquement, comment ça serait possible? Maintenant. Là, vous êtes en train de me parler... C'est vous la juriste. Non, c'est pas... Vous êtes en train de me parler de... Parce que j'ai l'impression, excusez-moi, qu'il y a une légère confusion dans les choses. Donc, on va aller étape par étape. On sort un peu du cas Gbagbo, d'accord, à la CPI. Maintenant, il y a des victimes. Les victimes qui sont représentées à la CPI estiment que soit leurs parents, soit des proches, effectivement, ont été victimes du régime Gbagbo. D'accord? Ce sont elles qui sont à la CPI. Et il y a aussi des victimes qui estiment qu'elles ont été victimes du régime Ouattara ou des forces nouvelles. Parce qu'on dit beaucoup qu'il y a vraiment une répartition. Il y a une répartition, d'accord? Donc voilà, équitable, on va dire des choses. comme ça. Alors, par conséquent, pour que ces dossiers-là puissent un jour... D'accord, arriver peut-être devant la CPI, parce qu'il y a des personnes qui sont nominément nommées dans ces dossiers-là. Il faudrait bien que le bureau du procureur puisse un jour décider également de s'y intéresser. Si toutefois la Côte d'Ivoire décidait qu'elle est incapable de gérer ça, c'est ça? Si la Côte d'Ivoire... De toute façon, M. Alassane Ouattara a dit que dorénavant, lors de son amnistie, qui n'en traduirait plus aucun Ivoirien devant une justice étrangère. Je prends la balle au bon avec cette histoire d'amnistie générale au sujet de Madame Gbagbo. Parce que, moi qui ne suis pas du tout une spécialiste de la Côte d'Ivoire, j'avais été étonnée que le monsieur du couple Gbagbo, le monsieur soit envoyé à la CPI et que la dame soit gardée pour la juridiction nationale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? S'il y a une véritable explication. Je ne suis pas vraiment dans les secrets d'État et je ne peux pas... beaucoup de supputations ont été faites. Voilà. Ce qui est certain, moi j'ai eu le sentiment, et c'est le même sentiment que j'ai, et je le dis ici, éloigner Gbagbo me fait rappeler un peu le sort de certaines personnes on voulait faire oublier d'une vie politique. Gbagbo parti, quasiment condamné, parce qu'en 2011, je peux vous dire que c'est pas vrai. Je pourrais vous dire qu'en 2011, ce dossier, il était quasiment plié. Je vous dis quasiment plié. En Côte d'Ivoire. Non, le dossier de Laurent Gbagbo à la CPI, c'était quasiment sûr qu'il ne sortirait pas de là. À cette époque-là, je vous le dis. Plié coupable. Coupable. Pourtant, le cas de Madame Simone Gbagbo, le gouvernement a estimé qu'elle pouvait être jugée par une juridiction nationale. D'accord? Elle a été condamnée d'ailleurs.
même si après, pour tout ce qui est crime et tout ça, elle a été acquittée, mais pour d'autres chefs d'inculpation, elle a été condamnée. Voilà un peu comment ça se passait. Et donc certaines personnes, a été libérée dans la... Et donc lors de l'amnistie, elle a été libérée avec certains autres prisonniers. Rappelons qu'il y a encore pas mal qui restent encore en prison actuellement. Y compris des généraux, les anciens généraux du gouvernement Gbagbo qui y sont encore. Maintenant, pourquoi ils l'ont décidé? Moi, je pense que c'est une stratégie d'éloigner Gbagbo du fait qu'effectivement, en l'éloignant, il ne reviendrait plus dans la vie politique. Et c'est la décision actuellement de la CPI qui nous fait le feuilleton à la Dallas, qui nous dit aujourd'hui il a quitté, le lendemain il a quitté, dans la nuit on le garde en prison alors qu'il était quasiment en train de préparer ses affaires pour sortir, et qui tout d'un coup dit mais finalement à la cour d'appel on va le garder. Mais voilà, le feuilleton ne porte pas sur l'acquittement, il porte sur la libération. Le feuilleton, c'est juste pour jouer sur les mots. Normalement, bon, c'est vrai que la CPI a une façon de fonctionner un peu différente des juridictions de tout national. D'accord? Nous sommes tout à fait d'accord. Mais normalement, pour une cour internationale pénale, lorsqu'on est acquitté, moi, quand je lis son article 83, on sort. Maintenant, effectivement, il y a les articles 81, excusez-moi, qui peuvent dire que dans certains cas, et je vous le lis ici, dans certains cas, article 81.3 pointe, donc pour ceux qui s'y intéressent au droit, qu'une personne acquittée peut être en première instance, d'accord, gardée pour des raisons exceptionnelles qui disent qu'on a peur qu'il s'enfuit. C'est sur cette base que le procureur s'est appuyé. Parce qu'il avait dit en première instance, j'ai peur que s'il y a appel et que cela aboutisse, ils ne peuvent plus comparaître devant la juridiction. Ce à quoi la chambre de première instance, au travers du juge Cugnot, a dit principalement, ben, écoutez, nous, dans tout ce que vous nous avez présenté, il n'y a aucune preuve que de ces personnes. Il faut les acquitter. Mais par contre, en ce qui ça concerne, est-ce que vous nous donnez des garanties qu'en cas d'appel, parce que ça c'est la procédure normale, en cas d'appel, les deux prévenus ou les deux acquittés se présenteront devant la cour. Les garanties ont été données. Alors là, coup de théâtre, on nous parle des circonstances exceptionnelles en s'appuyant sur un fait antérieur d'une jurisprudence qui n'était même pas dans le même concept à cette époque, et pour dire que cela justifiait le fait que bien sûr, la libération immédiate, les deux prévenus devaient rester le temps qu'on statue, de voir s'il y a une possibilité d'appel, et si dans la possibilité d'appel, est-ce qu'ils ont le droit de foi. Enfin, ça ressemble à des poupées russes. Non mais écoutez, c'est une... Je ne sais même pas comment qualifier ça juridiquement. En fait, en droit, on appelle ça l'appel sous l'appel, ou nous on appelle ça un appel dilatoire, c'est-à-dire, pour être un peu vulgaire, de dire c'est un appel pour emmerder le monde. Excusez-moi, c'est tout ce que je peux dire, parce que l'appel d'une décision qui va être appelée peut-être, seulement on oublie que c'est la vie de deux personnes, de personnes qui ont une famille, de personnes effectivement qui ont aussi des personnes qui les soutiennent et qui attendent aussi la libération de cette personne pour qu'une réconciliation se fasse. Donc l'enjeu est très grandiose ici. On en parle ici à l'extérieur. Oui. Depuis l'annonce de l'acquittement et la suggestion de la libération, et les dernières publications comme quoi il est bien acquitté mais qu'on les garde encore un peu, la température en Côte d'Ivoire est comment? Après la réjouissance du soir même du camp Gbagbo, évidemment, il se passe quoi là en ce moment? Ça fait quoi? Ça fait 8 jours à peu près? Ça fait, la décision sera rendue le 1er février. Mais il s'est écoulé 8 jours, c'est ça que je veux dire à peu près. Hein. Oui, c'était mardi, mercredi, jeudi et vendredi, et nous sommes dimanche, à peu près. Donc, quelle est la température là-bas? Si vous